Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Demain à la Une, l'émission qui vous parle des sujets qui feront la une de vos journaux la semaine prochaine. Nous commençons donc par les titres de cette édition. Le Parlement libanais se prépare à discuter pour la 36e fois du choix du président de la République. La vacance du poste depuis près de 2 ans paralyse la vie politique dans le pays. La République islamique d'Iran fêtera la semaine prochaine le 37e anniversaire de la révolution islamique. Mais que reste-t-il de l'héritage de l'ayatollah Khomeini et quelle image veut donner l'Iran d'aujourd'hui aux Occidentaux? Et nous finirons avec le rendez-vous du Gotha européen de la défense, la conférence annuelle sur la sécurité de Munich le 12 février. Il y sera question de la Syrie avec la présence de John Kerry et de Sergueï Lavrov. Bonjour, merci d'être avec nous. J'ai le plaisir d'accueillir donc à mes côtés pour cette première partie notre éditorialiste. Tout d'abord, Gauthier Herbinski, bonjour. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous. Et en face de vous, Mustapha Tossa, le rédacteur en chef de Monte Carlo Doualiya. Bonjour Mustapha. Bonjour Aziza. Merci. Nous allons donc commencer par le sujet sur le Liban. Effectivement, le Parlement libanais va donc encore une fois se réunir pour tenter encore une fois, pour la 36e fois plus précisément, d'élire un président de la République. Un poste qui est vacant depuis 2014 et ce suite à la démission de Michel Soleiman, l'ex-président libanais. Donc la dernière tentative qui a échoué date de tout récemment, le 7 janvier donc, de cette année. Gauthier, les députés libanais ont déjà tenté d'élire un chef d'État, mais le quorum n'a jamais été atteint. Est-ce que ce problème à résoudre, cette grande problématique de la présidence, devrait être vu aujourd'hui au travers de la lucarne du conflit syrien ou d'autres conflits d'ailleurs dans la région? Oui, il est clair que l'importance de ce qui se passe en Syrie ou en Irak a une influence sur le contexte libanais. Ne serait-ce par exemple que par la terreur. Le 12 novembre de l'année dernière, 2015, il y a eu 43 morts au Liban. C'était la plus grosse attaque depuis la paix en 1990. Donc il y a déjà quelque chose où on se dit que le Liban ne peut pas être totalement exfiltré de la problématique. Mais paradoxalement, on trouve que le pays a réussi jusqu'à présent à tenir la tête relativement hors de l'eau de cette affaire, probablement parce que l'ensemble des acteurs libanais se disent qu'ils préfèrent un chaos fait maison, oui, qu'un chaos importé de l'extérieur et encore une fois de la Syrie. Et ce qu'on peut ajouter, c'est qu'un certain nombre de sunnites, par exemple, n'ont pas oublié la manière dont ce qu'on appelait à l'époque le IIL, qui est devenu l'organisation État islamique, la manière dont elle a traité un certain nombre de sunnites, ça, au Liban, on l'a en tête, hein, quelle que soit sa confession, on l'a en tête, on n'oublie pas, et donc on essaye de tenir le plus à distance cette problématique-là. Et puis, en même temps, on voit bien que l'organisation État islamique étant en délicatesse militaire, elle essaye finalement de balancer sa nocivité sur des voisins. Et les voisins, c'est le Liban. D'ailleurs, l'objectif de l'organisation État islamique, c'est de créer une véritable discorde entre sunnites et chiites au Liban. Alors, justement, Mustapha, Gauthier parlait là de dire, par exemple, on préfère un chaos finalement interne qu'un chaos qui nous sera imposé de l'extérieur. N'empêche qu'aujourd'hui, avec l'article 62 de la Constitution libanaise, qui lui impose que les prises de décision soient à l'unanimité au sein du Parlement, en l'absence d'un président, donc aujourd'hui c'est un peu le cas. Est-ce que c'est aussi ça qui paralyse le pays, puisqu'on l'a vu depuis l'été dernier sur la crise des déchets, ce qui est connu aujourd'hui comme étant la crise des déchets qui a envahi les rues du pays pendant très longtemps, une chose pour laquelle d'ailleurs on n'a pas réussi à trouver une solution en interne. Oui, c'est vrai, Aziza, mais moi la question qui se pose à travers cette crise des déchets, est-ce qu'elle a un rapport avec l'absence de président de la République libanaise? La question est non, parce qu'elle dépend de beaucoup de paramètres en dehors de la présidentielle. Est-ce que le manque de président ne fait pas aussi qu'il y a vraiment, ça tire de tous les côtés et vers... Mais cette crise-là qui a attiré l'attention internationale sur le Liban, une crise des déchets, a montré
montré la vacance du pouvoir, a montré le vide du pouvoir et a montré aussi un autre phénomène qui est aussi très important et qu'on ne l'explique pas souvent, c'est que le gouvernement libanais actuel n'est pas si national que ça. Le gouvernement ne maîtrise pas, n'a pas de pouvoir sur beaucoup de régions et peut-être sur Beyrouth et sur une autre ville, mais il n'a pas de vocation à être national. D'où cette crise des déchets qui apparaît comme un défi majeur aux autorités locales et dont on n'arrive pas à trouver une solution. Alors, bien sûr, les Libanais sont connus, après avoir vécu cette expérience, par une espèce de fatalisme. Ils ont vécu sans président pendant 20 mois. Il y a eu uniquement cette crise des déchets. Il n'y a pas eu une paralysie du pays. Il n'y a pas eu un vrai recul économique. C'est maintenant que les avertissements commencent à venir. Il est temps pour beaucoup de choisir et de régler cette question de la présidentielle parce que l'économie commence à souffrir, parce que la situation politique du pays et son interaction avec l'ensemble régional commence à se faire ressentir, d'où cette évolution qu'on vient de connaître et d'où cet espoir qui est donné que le président pourrait être élu la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, justement, on a deux candidats aujourd'hui, Gauthier, il y a Michel Aoun et Slimane Frangia. On va essayer de comprendre avec vous qui soutient qui, puisqu'il y a deux blocs politiques qui sont très présents sur la place politique libanaise, qui aujourd'hui s'opposent, entre autres, sur cette question-là, mais pas que. D'un côté, nous avons l'Alliance du 8 mars qui soutient le régime de Bachar al-Assad avec en tête le Hezbollah. Et de l'autre côté, on a la coalition antisyrienne dite du 14 mars, elle dirigée par Saad Hariri. Alors aujourd'hui, nous avons deux figures qui s'opposent. Chaque bloc soutient un des deux candidats, mais est-ce que c'est aussi simple que ça ? Ça n'est pas aussi simple que ça. Et je vais prendre l'exemple de Souleymane Frangia, qui a une très vieille amitié depuis qu'il est en culotte courte. Il est copain avec Bachar al-Assad. Et il ne fait rien d'ailleurs sans en référer à Bachar al-Assad. En même temps, il a dans ses rangs des gens qui sont opposés à Bachar al-Assad. De l'autre côté, vous avez Michel Aoun, qui a été le contempteur des Syriens pendant des décennies et qui finalement aujourd'hui est allié via son courant patriotique, est allié au Hezbollah et indirectement à la Syrie. Alors c'est là qu'il faut se dire qu'est-ce qui sépare politiquement les deux. C'est à ça qu'on doit s'attacher, parce que sinon, si on essaye de voir les relations, c'est un écheveau, c'est une pelote où on retrouve l'un à l'autre bout du fil. Alors c'est quoi la différence justement ? La différence, c'est que vous avez d'un côté un président ou un candidat président, Aoun, qui est extrêmement, comment dirais-je, qui souhaiterait profondément réformer le statut de président de la République libanaise. C'est-à-dire de donner beaucoup plus de pouvoir qu'il n'en a aujourd'hui, on le disait à l'instant. Et de l'autre côté, c'est une sorte de myriade d'organisations qui se disent bon, c'est vrai que Damas est en difficulté, mais Damas va mieux, beaucoup mieux qu'à un certain moment, et on aura toujours besoin de Damas. Voilà en gros les deux mailles du filet, mais ce qui est étonnant quand même, c'est que la population libanaise n'a pas pu, je ne dis pas qu'elle n'a pas voulu, mais elle n'a pas pu faire cet examen de conscience sur les souvenirs, sur tout ce qui s'est passé, sur ces alliances, justement, ce nombre d'alliances et de mésalliances et de tueries entre clans, que l'on pense simplement à Samir Jaja qui vient de rejoindre Michel Aoun. Exactement. Bon. Ça, c'est un grand revirement aussi sur la place libanaise. Mustapha, par exemple. Samir Jaja, c'est quand même... c'est le rival de longue date de Michel Aoun, et aujourd'hui, il préfère ne pas se présenter et soutenir Michel Aoun. C'est l'ennemi intime de Michel Aoun. Et qui le soutient aujourd'hui. Qui le soutient aujourd'hui. Maintenant, toute la question est de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la tête et dans la vie de Jaja et des forces libanaises pour qu'il opère sous tournant. Alors, on sait que la vie politique libanaise est difficile à expliquer. Même les Libanais eux-mêmes n'y arrivent pas. Mais on sait que, d'une manière, pour simplifier, on a la vie politique libanaise est clivée entre deux symboles. Il y a un symbole sunnite et il y a un symbole chiite, qui est le symbole sunnite, c'est Saad Hariri avec l'obédience saoudienne, et le symbole chiite, c'est Hassan Nasrallah avec les Iraniens. Entre les deux, il y a le groupe chrétien, que de temps en temps, il se déchire.
Mais aujourd'hui, pour la première fois, vous avez les deux symboles, les deux prétendants au trône présidentiel qui se mettent d'accord sur le nom de Aoun. Ça ne veut pas dire que la question est réglée, ça veut dire simplement qu'à un moment donné, Geagea a senti le besoin de soutenir Aoun, tandis que son allié Saad Hariri avait exprimé son soutien à Souleymane Frangi. Donc, il y a, au-delà des clivages politiques, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus une question de personnes, de sensibilité, de personnes et d'ego qui joue et qui peut configurer un comportement. Alors, justement, Gauthier, pour finir, Mostafa vient de le dire, donc il y a les sunnites d'un côté, il y a les chiites de l'autre et il y a les chrétiens au milieu. Les sunnites avec l'Arabie Saoudite, les chiites avec l'Iran. Aujourd'hui, François Hollande, quand il avait rencontré le président iranien, il a été question du Liban. Est-ce que la France joue un rôle ou peut jouer un rôle pour essayer un peu de rapprocher finalement l'Arabie Saoudite et l'Iran et essayer de faire en sorte que le Liban ne soit pas le théâtre des bagarres entre les deux? C'est ce qu'elle aimerait bien, mais à chaque fois qu'elle a touché à la question libanaise, la France s'est brûlée les mains. Donc, plutôt essayer, et c'est dans ce sens-là que cette rencontre avait lieu en Iran, plutôt essayer de voir avec les parrains comment on peut contrôler une situation qui est peu contrôlable quand on est directement sur place. Et autant, si vous voulez, la crise peut vite se propager au Liban, autant, à l'inverse, la résolution provisoire de la crise au Liban ne va pas forcément faire tache d'huile positive, vertueuse sur l'ailleurs, sur les autres pays. On a quoi? On a des arrangements entre familles, entre dynasties politiques, on a une base confessionnelle qui est maintenue, et puis surtout, ce dont on s'aperçoit, c'est le poids toujours intact et même grandissant du Hezbollah, où chacun va voir le Cheikh Nasrallah pour prendre conseil. Je disais que Souleymane Frangi l'avait fait tout à l'heure. Michel Aoun est en contact toujours avec le Hezbollah. Et il y a donc cette place centrale de cette organisation, considérée comme organisation terroriste, et qui reste d'autant plus étonnamment centrale qu'en termes de militarisme, elle a beaucoup souffert ces derniers temps. Les gens du Hezbollah ont eu beaucoup de pertes dans les combats au Kurde, en s'engageant beaucoup plus. Mais ça reste, au Liban, ça reste vraiment le pivot. Merci beaucoup Gauthier, merci à vous aussi Mostafa, merci à vous. Vous restez surtout avec nous, on revient juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie de Demain à la Une. À tout de suite.